je vais en quelques planches vous expliquer en quoi la R&D qu'on réalise dans mon équipe, donc que je dirige à Rouen, et comment elle participe à l'amélioration de la compétitivité de nos éoliennes, non seulement bien entendu sur les parcs français, mais de manière plus importante, comment elle est intégrée dans l'effort de guerre mondiale pour arriver à une industrie compétitive dans l'éolien offshore, donc quelque chose d'extrêmement important. Donc une petite présentation de Siemens Gamesa en premier. Donc Siemens Gamesa, c'est un acteur essentiel de l'éolien onshore et offshore, et est également présent dans le domaine des services. Donc on a un actionnariat principalement Siemens AG, Iberdrola, et le reste en 33% en flottant. On a été créé en avril 2017 suite à la fusion de Siemens et de Gamesa. On est coté à la bourse espagnole. C'est une entreprise avec une empreinte mondiale. On a 23 000 employés, 80 gigawatts de machines installées, donc un savoir-faire reconnu qu'on a développé depuis à peu près une trentaine d'années. On a un chiffre d'affaires de 9,1 milliards d'euros, un beau carnet de commandes. Donc voilà, disons qu'on a une force de frappe tout à fait importante. On est présent sur on a organisé en trois business units, le terrestre, le maritime, dont je vais parler aujourd'hui, et également dans les services. Dans le maritime, on a la base installée la plus importante du marché, avec 13 gigawatts. Et donc on est l'équipementier le plus expérimenté dans le domaine. Alors notre contribution directement tangible au niveau de la réduction des émissions de CO2, donc sur nos éoliennes offshore uniquement. Donc on a plus de 2400 éoliennes installées de divers puissances nominales, et on a permis d'économiser 38 millions de tonnes, je ne sais pas si ça vous parle, 38 millions de tonnes de CO2. Qu'est-ce que ça veut dire? La production de CO2 française, c'est autour de 400 millions de tonnes. Donc c'est à peu près 10% annuel, hein, donc 10% de la production annuelle de CO2. Donc c'est quelque chose de significatif, bien que l'offshore soit en phase de croissance importante, donc on espère que, bien entendu, ce chiffre va être de plus en plus important. Et on a également permis d'économiser 154 milliards de litres d'eau. Quand on fait de l'électricité à base de thermique, évidemment on utilise de l'eau, qui est une ressource assez essentielle, donc ça nous a permis aussi d'économiser cela. Les marchés sur lesquels on a été installé, pour l'instant, c'est les marchés plutôt du nord de l'Europe. Et bien entendu, on espère que vite contribuer également au niveau français. En France, on est présent aujourd'hui avec une grosse présence sur le marché terrestre, avec 1,6 gigawatts installés, ce qui a permis de fournir l'électricité à 3 millions d'habitants, tout à fait significatif, et on est positionné sur plus de 1,5 gigawatts de projets offshore. En fait, c'est 2,5 gigawatts maintenant, depuis un mois. Et on a un centre de R&D à Rouen, dont je vais parler énormément. Alors, la compétitivité, puisque notre R&D est extrêmement importante pour la compétitivité de l'éolien en mer, non seulement en France mais au niveau global. Alors quelque chose qui est tout à fait remarquable et qu'on est vraiment en train de réaliser et d'accélérer, c'est que quand on a démarré les appels d'offres 1 et 2 entre 2012 et 2014, l'éolien offshore était clairement pas compétitif par rapport aux autres énergies renouvelables et aux énergies conventionnelles, puisqu'on était autour de 150 € ou 150 $ par mégawattheure. Aujourd'hui, nos cibles, elles sont autour de 50 € par mégawattheure. Sachant que en 2014, l'objectif c'était d'arriver en dessous de 100 € en 2020, et on est même en dessous. On a atteint l'objectif encore plus bas, ce qui est tout à fait remarquable. Et même quand on compare par rapport au prix du solaire, qui ont également baissé de manière drastique, et ben on voit qu'on commence à les chatouiller, et c'est tout à fait notre objectif, c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment que nos nouveaux produits permettent d'arriver à des choses qui sont complètement
compétitive par rapport à toutes les autres énergies conventionnelles, ce qui fait que l'éolien offshore est extrêmement intéressant parce qu'il est déployable de manière assez rapide. Donc un élément clé pour la transition énergétique. Alors comment on fait ça parce que c'est quand même une division par 3 en très peu de temps. Comment on est arrivé à faire ça? Donc il y a plusieurs leviers bien sûr. Alors le levier le plus important, dont je vais beaucoup parler puisque notre R&D se base là-dessus, c'est la mise au point de nouveaux produits. De machines plus puissantes, bénéficier énormément des effets d'échelle par rapport à l'industrialisation, gagner en temps d'installation notamment, également travailler sur les coûts des sous-stations. Là aussi notre R&D a un impact direct là-dessus, travailler sur la transmission, les services et les risques, qui sont là du coup plutôt au niveau de nos clients. Alors, donc, maintenant je vais me focaliser sur la partie turbine. On a vu, et c'est tout à fait corrélé avec la baisse du LCOE, les machines qu'on installait en 2001, c'était des machines de 2-3 MW maximum. On est vite passé aux 5 MW et aujourd'hui, ce qu'on a installé au niveau des commandes que l'on a, c'est de l'ordre de plus de 5, 8, etc. mégawatts. Donc nous, un des énormes avantages de Siemens là-dessus, c'est qu'on a été présent sur la première ferme éolienne offshore en 91, la ferme de Vinbu, donc qui a été depuis décommissionnée, qui étaient des petites machines de 0,45 MW. 35 mètres de diamètre. Le marché depuis a pris de l'ampleur. Aujourd'hui on a en portefeuille une 10 MW de 193 mètres de diamètre et on a fait en fait les premières mondiales successivement, c'est-à-dire qu'on a été les premiers à installer une éolienne de plus d'1 MW offshore. On a été les premiers à installer la plus grande ferme éolienne en Angleterre et on essaie d'être leader sur le lancement des nouveaux produits également. Alors, la stratégie de Siemens est assez particulière, c'est-à-dire qu'au lieu de faire... Pardon, plus fort. La stratégie de Siemens est assez particulière au niveau du développement de produits, puisque au lieu de lancer des nouveaux produits one-shot tous les 4-5 ans, ou tous les 3-4 ans, en prenant beaucoup de risques technologiques, en faisant plein d'innovations d'un coup, on a une approche très continuelle. C'est-à-dire que entre la turbine qu'on avait lancée en 2014, donc qui était une 6 MW 154 mètres de diamètre, on a disons une évolution continue et progressive vers la 10 MW 193 qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que ça amène? Ça a énormément d'intérêt. Ça permet de diminuer le risque, ça permet de capitaliser sur l'expérience, ça permet de garder l'effet d'échelle et d'utiliser les capacités d'industrialisation au maximum. Ça permet de garder le savoir-faire aussi des équipes de développement, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un énorme me-shot comme un A380, au lieu de ça, on optimise au fur et à mesure, on garde les équipes de développement actives et ça a un effet tout à fait essentiel. Alors je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'on est leader mondial, mais ça y a énormément participé. Et également, bien sûr, pour les clients, ça permet de diminuer énormément les risques à l'introduction des nouvelles machines. Voilà, donc maintenant je vais me focaliser un petit peu plus sur la R&D en France, à Rouen. Donc, expliquer un petit peu pourquoi et comment on a permis, on permet en fait la mise au point des nouveaux produits et aussi qu'est-ce qu'on fait sur l'optimisation des coûts pour les fermes. Alors, donc on travaille sur 3 leviers, les turbines, les sous-stations et les services. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc on travaille sur ce qu'on appelle les chargements. Les chargements, c'est quoi? C'est vous avez un vent, évidemment votre turbine doit à la fois tenir et produire un maximum d'électricité par rapport à ce vent. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des modèles, on a des modèles à la fois du vent, des vagues, de tout l'environnement, et notre objectif, c'est d'avoir des modèles les plus près possibles de ce qu'on va voir dans la réalité, c'est-à-dire comprendre quels sont les efforts aérodynamiques et les efforts de gravité éventuellement, et on fait ça avec des modèles aéroélastiques plus ou moins complexes. Donc, vas-y, si tu peux lancer le film. Donc là, c'est un petit film qui permet d'expliquer un petit peu les différentes phases d'opération de l'éolienne qu'on a réalisé avec un de nos codes qu'on avait développé justement dans le cadre d'un projet qui s'appelait Inuit avec le Coria, qui est un de nos gros laboratoires, et la région Normandie.
Donc là, ce que vous voyez, c'est que vous avez le vent en haut, donc le vent fluctue, hein, il est turbulent, c'est toute la beauté de l'éolien. Là, la turbine est en phase de démarrage, c'est-à-dire qu'elle va tourner en fait ses pales pour pouvoir prendre le vent et pouvoir commencer à produire de l'électricité. Donc vous voyez que là, elle ne produit pas énormément, elle est à 0,4 MW, elle est en phase de démarrage. Donc c'est une phase qui peut prendre quelques dizaines de secondes à minute. Quand elle arrive, donc elle est complètement démarrée, le pitch continue à descendre. Les pales, si vous avez vu, elles sont complètement perpendiculaires au vent. En fait, elles ont un angle relatif des pales qui est plus faible. Et la puissance commence à augmenter pour atteindre autour de 4-5 MW. Ça, c'est une 5 MW. Et vous voyez aussi que les pales ont commencé à plier. Parce que, bien entendu, aujourd'hui, on fait des pales d'un style plutôt roseau, c'est-à-dire qui plient pour éviter d'avoir des efforts trop importants. Donc on passe en opération classique. Donc là, le vent continue à fluctuer. Vous voyez que le pitch, donc le calage du pas de pale, est autour de 0. Et quand le vent devient trop fort, c'est-à-dire quand il va passer autour de 11-12 mètres par seconde, le pitch va permettre de réguler la puissance. Donc ce que vous voyez sur la courbe du bas, c'est qu'on écrête la puissance à la puissance nominale. Et donc ça c'est typiquement des modèles qu'on a développés. Après, je vais vous montrer en quoi ça améliore le LCOE. Un autre cas de charge, parce que les cas de charge ne sont pas forcément tous dimensionnants de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des cas de charge qui vont être dimensionnants pour la fatigue des matériaux, pour la fatigue des composants, et il y a d'autres cas de charge qui vont être dimensionnants pour les charges extrêmes. Il y a toujours ces deux éléments à prendre. Donc là typiquement, c'est un arrêt d'urgence, c'est-à-dire qu'on perd le réseau, les pales se mettent en drapeau, et pour s'aligner avec le sens du vent pour pouvoir arrêter l'éolienne, et ça peut occasionner des efforts assez importants sur la tour, les pales, mais plutôt des efforts extrêmes, alors que les opérations classiques occasionnent des efforts pour la fatigue. Ouais, vous pouvez passer, hop, je vais passer, tac. Voilà, donc ce que je vais expliquer ensuite, c'est comment est-ce que, à partir de ces nouveaux modèles, à partir de la base de données qui est extrêmement riche chez Siemens Gamesa avec nos plus de 2400 turbines installées, comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour rendre un LCOE, enfin pour diminuer le LCOE. Donc typiquement ça c'est une comparaison, donc ça, je suis désolé j'ai dû flouter les axes, c'est les efforts en avant-arrière sur le haut de la tour. Donc là c'est un vent turbulent, c'est une turbine réelle, c'est une turbine D6 ou D7, c'est-à-dire 6 ou 7 MW, donc une turbine avec une taille tout à fait respectable. Et donc ce qu'on voit, c'est la mesure est en noir, nos outils avancés dans la courbe bleue et Bio, qui est notre code état de l'art qui nous permet de faire les designs, est en rouge. En quoi ça change et en quoi ça permet de gagner en LCOE? Tout simplement en utilisant les nouveaux outils, en les certifiant, en les faisant accepter par tous les organismes de certification, et tout simplement je vais pouvoir diminuer mes charges, rapprocher de la réalité, et chaque pourcentage gagné sur les charges, quand par exemple c'est dimensionnement pour la fatigue, ça permet de faire des gains quasiment de l'ordre du pourcent du coût des composants, et parfois ça a même un impact plus gros que ça. Donc disons que ça participe directement à l'effort de guerre pour gagner en LCE. Et donc si on passe à la slide d'après, ce que ça peut aussi permettre, les modèles avancés, c'est qu'il y a certains cas, parce que les gens de notre département contrôle sont extrêmement créatifs, donc ils ont énormément d'idées pour pouvoir faire tourner la turbine dans des conditions un petit peu spéciales, pour pouvoir augmenter leur production par exemple. Et ce qui est très important, c'est que tous les codes de l'état de l'art, donc dont Bioc, ont été développés il y a 20-25 ans, quand on ne pensait pas à tous ces systèmes de contrôle-commande avancés. Donc on ne sait pas en fait aujourd'hui si les codes développés il y a 25 ans sont compatibles avec ces nouveaux systèmes de contrôle-commande. Et c'est là que avoir des outils avancés c'est extrêmement important, parce que ça permet de valider dans des conditions d'opération qui sont non standards, et ça permet en fait de pouvoir utiliser ces systèmes de contrôle-commande avancés. Donc typiquement là c'est un cas dont je peux pas trop le détailler, mais je peux pas trop vous expliquer ce qu'il y a comme système de contrôle-commande avancé, mais en gros c'est quelque chose d'assez, qui est vraiment hors des limites d'utilisation
usuel des outils d'état de l'art. Et avec les codes avancés, on permet de montrer que l'outil BIOC reste valable et que donc on peut le valider comme ça, on peut le certifier comme ça, et ça va nous permettre d'utiliser ces systèmes de contrôle commande qui ont un impact essentiel sur le SEO. Ce qu'on a fait aussi, c'est donc là c'était en fait des études sur les charges au niveau de la turbine. On a également travaillé sur les fermes, et notamment sur les effets de sillage, qui sont des phénomènes où il y a de la recherche depuis une trentaine d'années, mais qui sont encore assez mal connus, et il y a toujours pas mal de modélisations qui sont en cours, à la fois au niveau académique et au niveau des industriels, également au niveau des clients, puisque les effets de sillage, ça impacte directement les clients, et qu'on perde 1 ou 2% ou 5% ou 10% sur une ferme complète, sachant aujourd'hui l'électricité que ça produit, ça a un impact 1%, ça se chiffre en dizaines de millions d'euros. Donc qu'est-ce qu'on a fait là-dessus? On a utilisé une coopération avec le Coria, qui est un laboratoire de l'INSA de Rouen, dont je vais vous parler un petit peu après, donc qui fait des modèles de sillage extrêmement fins. Et ce que ça nous a permis, c'est ça nous a permis de mettre au point un nouveau modèle d'interaction, d'évaluation des charges. Ça, c'est des charges en fatigue. Donc vous avez la mesure qui est en bas, donc nettement plus basse que l'estimation donnée par l'état de l'art. Et avec l'outil avancé, on permet de réduire les incertitudes d'un facteur 2 à peu près. Et ça a un impact essentiel. Typiquement, alors, vous ne pouvez pas le savoir, mais là, ça joue sur le coût des fondations et sur les drivers pour le design des fondations. Et passer de BIOC au point de l'outil avancé, ça permet de faire gagner 10% du prix des fondations. Donc c'est un impact direct et qui chiffre en centaines de milliers d'euros. Alors comment on a réussi à faire ça? Parce que là il y a une belle histoire derrière. C'est qu'on a utilisé un outil qui s'appelle ILS2. On n'utilise pas évidemment de la LES. La LES ça fait partie de la CFD, c'est des codes très compliqués, très lourds, très coûteux. On n'utilise évidemment pas ça quand on va faire des estimations annuelles d'AEP sur une ferme. Ça ne marche pas. Par contre, on utilise ça en fait pour caler des modèles d'ingénierie beaucoup plus rapides. Et le code qui a été développé par le Coria, il a une histoire assez riche, parce qu'avant de travailler sur l'éolien, ils ont travaillé principalement sur la combustion. Donc en fait, leur cœur de métier, c'était ça, ce qui n'a pas grand chose à voir avec l'éolien. Donc ils ont travaillé sur les moteurs d'hélicoptères et sur toutes les chambres de combustion. Ce qui fait qu'en fait, ils ont développé des modèles de turbulence extrêmement fins. Ils ont développé beaucoup de thermique. Ils ont disons une richesse dans les modèles qui est tout à fait essentielle, et une finition au niveau des résultats qui est absolument remarquable. Et donc nous, tout simplement, on a réutilisé le savoir-faire qu'ils avaient et on a adapté ça à l'éolien. Vas-y, tu peux lancer. Donc là, typiquement, c'est deux éoliennes. Donc vous avez c'est extrêmement important de bien comprendre la turbulence amont qui arrive sur les éoliennes. Donc elle est générée ici par une grille. Vous voyez ici les deux sillages. Donc une turbine qui est en yaw, donc en dérapage, et une autre turbine qui est sans dérapage. Et ce que vous voyez, en fait, c'est l'interaction d'un sillage sur l'autre. Et ensuite, le sillage, si on met encore une ligne d'éolienne derrière, le sillage que ça va avoir. Donc vous voyez que c'est une forme extrêmement, si tu peux le repasser. Donc voilà, donc la turbulence est générée par la grille, avec un gradient de vent. Donc le sillage est généré principalement en bout de pale. Donc vous voyez cette structure tourbillonnaire en hélice qui viennent interagir l'une avec l'autre. Et vous voyez la trace du champ de vitesse résultant derrière. Et ça, en fait, ça permet de prendre des outils beaucoup plus simples, en gros de faire des fits avec des modèles d'ingénierie classique. Et en remettant ça dans les boucles de design, ça nous permet de diminuer énormément les charges. Hop, c'est bon. Voilà, donc pour finir, je vais juste expliquer qui fait ça.
on était une équipe à Douane à la base, donc on a été intégré chez Siemens Gamesa et grâce à nos outils avancés, alors qu'on est 10 à 15 à peu près personnes à Rouen, donc pas extrêmement nombreux, donc c'était bien entendu un défi d'arriver à tirer notre épingle du jeu dans un écosystème où il y a 1200 ingénieurs dédiés à la R&D, 200 millions d'euros d'investissement par an, et grâce en fait à nos modèles avancés, parce que c'est vrai que comme on a des liens très privilégiés avec les labos, on permet en fait, ça a permis de prendre en compte des nouveaux modèles qui étaient même pas envisageables pour l'éolien. Donc grâce à ça, on a vraiment tiré notre épingle du jeu. Donc même en étant 10, on a été mis dans la machine et dans le cœur du réacteur relativement vite, avec un impact tout à fait significatif, parce qu'en gros l'intégration s'est faite il y a 2 ans et on a déjà réussi à dégager 10% sur le coût des fondations, permettre le contrôle commande. Enfin, ça se chiffre, c'est tout à fait significatif sur l'effort de guerre qu'on a, notre participation à l'effort de guerre de l'éolien offshore compétitif. Donc voilà, donc on est centre de compétences pour les modèles aérodynamiques avancés, les sillages, les champs de vent. Ça c'est quelque chose de très important auquel on pense pas forcément, mais la plupart des incertitudes en fait pour estimer proprement les charges, ça vient du champ de vent, pas forcément de la vitesse moyenne, mais de la description du champ de turbulence qui est parfois extrêmement complexe. On peut avoir des phénomènes thermiques aussi qui sont extrêmement complexes à modéliser, et donc on a tout un domaine de compétences là-dessus. On travaille aussi un petit peu sur la maintenance avec des nouveaux systèmes de surveillance des pales, et on fait aussi l'interaction avec le réseau électrique. On s'appuie sur un réseau de partenaires très fort avec lesquels on travaille depuis 5-6 ans, donc principalement le Coria, l'INSA. On utilise les capacités de calcul du Crian, et on travaille aussi avec le LITIS, l'AMI et l'IRT-JULERN. Voilà, je vais laisser la place aux questions si vous en avez.